messieurs, dames, nous allons commencer la deuxième partie de notre très beau colloque qui est consacré donc au regard. Je n'ai pas le programme sous les yeux, mais vous l'avez très certainement. Nous avons 3 interventions prévues maintenant. Une première intervention, je le présenterai tout à l'heure, Feda Tota, donc, qui s'intitule « Le départ des Juifs raconté depuis la Syrie contemporaine ». Ensuite, Michel Bossan, « Qu'est-ce qu'un monde qui se dépeuple ? Récit des Juifs d'Égypte ». Et enfin, Joseph Hirsch, « Pourquoi nous sommes partis, Albert Memmi, du roman singulier au récit collectif ». Donc nous avons ici une séance qui est consacrée au récit sur les départs. Et nous allons commencer donc par Feda Tota, qui va faire une intervention en anglais. Donc vous pouvez mettre le casque pour la traduction simultanée, ce qui est absolument extraordinaire. Donc je vous présente Feda Tota, qui est professeur associé à l'École d'études mondiales de la Virginia Commonwealth University of Richmond, en Virginie. Feda Tota est anthropologue de formation, elle s'intéresse aux questions urbaines, elle a beaucoup travaillé sur l'impact culturel, social, économique de la gentrification dans la vieille ville de Damas. Et les résultats de ces recherches, vous pouvez les consulter dans le livre qu'elle a publié, qui s'intitule, alors attention mon anglais, Preserving the Old City of Damascus, publié en 2014 à Syracuse University Press. Elle est également l'auteur de plusieurs articles traitant de la Syrie et du Moyen-Orient. Et ce qui l'amène ici, très précisément, donc ces recherches actuelles portent sur les migrations, sur la migration et les réfugiés en Syrie, et elle prépare actuellement un manuscrit qui examine les expériences des réfugiés urbains palestiniens dans le quartier juif de la vieille ville de Damas. Et donc, elle va nous parler de ces regards syriens sur donc, le départ des Juifs raconté à partir de la Syrie contemporaine. C'est votre tour maintenant. You can speak and we are very glad to hear you. Well, merci beaucoup, Colette. And thank you. Again, I want to reiterate what the panel this morning did by thanking the organizers of this conference, especially Claire and Joseph, as well as the museum and its administration. It's a great honor and privilege to be here among such renowned scholar in the field of Jews of the Arab and Muslim world. And as Colette said, my original work was on the gentrification of the old city of Damascus, and my current project evolved from that one about Palestinian refugees living in the old city. And since they were living in the Jewish quarter, this is where I am talking about Jews of Syria. So there is a logic to my madness. And Jews in Syria, they've been leaving, and Jews began leaving Syria in large numbers beginning in the late 19th century when the Ottoman Empire was experiencing a series of political and economic setbacks. Jewish immigration continued steadily into the 20th century, and with the increase of Zionist activity in Palestine, there was an increase in anti-Jewish sentiment in Syria. Many Syrians began to leave for Europe and Palestine before and during the War of 1948. However, after 1948, several thousand Jews remained in the country, and they were mainly concentrated in the 2 major urban centers of Aleppo and Damascus. And as a matter of fact, as far as I could find historically, Jews in Syria have always been urban. They've always lived in the main cities, and they have quarters that are called the Jewish quarters.
Now, after 1948, the Syrian political situation began to deteriorate, and the first democratically elected president was ousted in a coup, and coups continued up in 1963, which brought the Ba'ath government to power, and I'll go into more detail later on. And so there was a lot of political instability in the country that further encouraged more Jews to leave. However, they were leaving surreptitiously because by then, after 1948, there were restrictions on their movement. And I have to say here that there were restrictions on Syrians in general, but Jews had their own additional restrictions put in place during this time of political instability. The number began to decrease by surreptitious leaving, like it would be individuals, mainly men leaving Syria. And then in 1992, the Syrian president Hafez al-Assad issued a order where major travel restrictions and obstacles to immigration were lifted on the Jewish community. And that is when we see the vast majority of Jews in Syria leaving the country. Some came back, but then with the start of the civil war, there was continued decline in the numbers, and now it's in the single digits. And according to one report, there are only like 3 Jews left in Damascus, and as far as I can tell, none left in Aleppo. Now, as the number of Jews began to decrease in Syria, there was an increase in the visibility of Jews in the literary and cultural output in the country. In the 2000s and before the start of the civil war, there emerged a new trend in Syrian cultural productions with the Jew as the main character. Jewish protagonists appeared in novels, film, and television series played by leading Syrian actors. The characters were well developed and complex, and their depiction in creative works underscored the fact that Jews are part of the Syrian community. In these depictions, they were not reduced to Israeli agents or Jewish stereotypes, but were portrayed as full-fledged individuals with anti-Zionist and Syrian nationalist sentiments. These fictional portrayals reflect the Assad regime's both father and son policies towards minorities. They also indicated a shift in the socioeconomic and political conditions in Syria prior to the civil war. The neoliberal economic policies espoused by Bashar al-Assad when he came to power in 2000 went in tandem with attempts of the regime to end political isolation and to integrate Syria into the international community. It was also during this time that Syrian policies towards minorities was revised to promote the social mosaic, used to define the social and cultural harmony of the different ethnic and religious groups coexisting within the country. While all of these reasons have encouraged Syrian writers and artists to engage with the theme of minorities in creative works, there was also the need to understand what the social mosaic meant in a society undergoing political and economic change. So today I will discuss a film that it fits in with these cultural productions, and the film is called Damascus with Love, and it's by the Syrian director Mahmoud Abdulaziz, and it centers on the theme of leaving. It is about a Syrian Jewish woman wavering between leaving and staying in Damascus. The reasons compelling her to leave are never articulated in the film, while there is much to keep her in Syria. The film examines what leaving means both for the Jews and the Syrian nation. Though the film is produced by a private company, it adheres to official position on the role of Jews in Syrian society. However, what it does do is veer into an area that has long been elided when talking about Syrian society, the role of minorities in Syria and their place in the contemporary Middle East. The film highlights what is lost when Jews vanish from Damascus and how their absence continues to impact those left behind. So I will begin with a brief overview of Jews in Damascus before getting to the film, because this provides the necessary background for understanding why the Jews left, and which the film does not explain, and I'll talk more about what the film does explain later on. So I'm in France. As the French know, modern Syria came into being as a result of the French
mandate that was imposed on parts of the Ottoman Empire following World War I. The French not only defined the political borders of Syria, but reconfigured the population into political entities that included minorities whose relationship with the majority was defined in political terms. As part of their policy of divide and rule, the French declared minorities were in need of protection from the overreach of the majority, in this case, the Sunnis. What the French ignored was that the Sunni majority itself was fractured along regional and class lines. Nonetheless, the French viewed minorities as culturally, linguistically, and religiously distinct from the majority with collective disadvantages in public life. This definition applied to the Jewish community that was mostly concentrated in urban areas. In addition to French colonialism, the rise of Zionism and the migration of Zionists to Palestine in the early 20th century impacted the Jews of Syria. By this point, Palestine was a sensitive matter to Syrian nationalists who saw it as part of their imagined Greater Syria, and there was widespread popular support for the Palestinians in their combined struggle against British and Zionist forces. While some Syrian Jews supported Zionism, others did not, but had to constantly demonstrate and pledge their allegiance to the Syrian nation. The events in Palestine during 1947 and 48 led to the burning of synagogues and Jewish businesses in both Aleppo and Damascus, where Jews were accused of donating funds to the Zionists. Therefore, it is no surprise that the political conditions and animosity against Jews led to more immigration. Thus, the political situation in the region highlighted the contradictions Jews in Syria experienced. While they were considered Syrian citizens when Syria gained its independence in 1946, this belonging was never secure, as Jews who were recognized as a minority were suspected of identifying with Zionism and Israel. Ironically, it was the Zionists who came to Syria in the 1920s that contributed to the conflation of the terms Zionist and Jew in Damascus. So the lack of insecurity and stability during the transition from the French mandate to the independent Syrian nation affected the Jews disproportionately than other groups. Jewish quarters were constantly under monitoring and investigation. Restrictions were placed on Jewish movement within Syria. They were not allowed to leave the country. Syrian Jews who wanted to leave had to be smuggled out of the country. So we see this smuggling out, but it was usually individuals. You'd wake up the next morning and there would be one member of a family who disappeared, right? It was illegal to go to Israel, and so some of the Jews that were caught trying to leave the country illegally were sent to prison. And then laws came into effect that confiscated the property of absentee Jews. Those were the Jews who had left the country before and during 1948 and went to Israel. There was a banning of selling and buying of Jewish property, and they even froze Jewish bank accounts. Now, these laws were either removed, eased, or reinstalled depending on the military regime that came into power. And this is how the situation pretty much continued until 1963 when the Baathists came to power. And then when Hafez al-Assad consolidated his rule in 1970, that is when we began to see a transformation in the relationship between the Syrian Baathist regime and minorities. And what happened under Hafez al-Assad, other than previous regimes, is that he positioned himself as a protector of minorities and officially rejected sectarianism. And then because there were a lot of foreign press reported about the changes in Syrian policy as a result of the demise of the Soviet Union and the First Gulf War and the Madrid Conference, there was increasing pressure on Hafez al-Assad to let Jews leave, right? Let my people go. So the new political realities in the world and regime meant that al-Assad in 1992 ended up lifting all travel restrictions on the movement of Jews and allowing their
immigration. And this was kind of different than in earlier times because they could leave the country, but they did not renounce or give up their Syrian national identity. So they were still considered Syrians even when they left. But this only applied to the Jews who left in 1992 and after. And whatever property they had in Syria that they did not sell or liquidated is still owned by them. And some Jews who left returned to Syria after a few years, but the majority established themselves in places where Syrian Jewish communities had already settled, mainly France, Brooklyn, especially, and Israel. Now, in 1992, this is when we began to see the end of Jewish presence in Syria. And the urban neighborhoods that carried their name still are called the Jewish quarters. But for instance, the Syrian Jewish quarter in Damascus is considered to be empty because there are a lot of houses that were not sold. They're padlocked, the windows are broken. So you kind of walk through it and it has this like haunting presence, like these missing people, but their houses are still there. And it is in the neighborhood that inspired the filmmaker Mahmoud Abdelaziz to make Damascus with Love. And now I'll begin talking about the film that's talking about this disappearing community. The film begins with Albert Mizrahi, also called Albert the Jew. I think they used the French pronunciation Albert in the film, with his forehead against a wall, bidding his house in the Jewish quarter farewell. He and his daughter Hala are leaving for Italy to join other members of their extended family already settled there. At the airport, Albert discloses to Hala that her Christian boyfriend Nabil, presumed dead for the past 20 years, is alive somewhere in Syria. Hala then leaves her father at the airport and returns to her home in the Jewish quarter to start her quest for her long-lost boyfriend. In a series of flashbacks and dream sequences, their relationship unfolds. They both grew up in the Old City, she in the Jewish quarter, and he in the neighboring Bab Sharqi, the Christian neighborhood. Hala travels throughout the city and the country, following leads that might reveal the whereabouts of her boyfriend. In the process, she meets old friends and makes new ones as she encounters Syrians that represent the social composition of Syria. The film addresses the ethnic and religious diversity of the country, but also how the immigration of many of these groups leaves a void that impoverishes the culture, something Abdelaziz confirmed in interviews with the news outlets Al Jazeera and Al Arabiya. The film is pretty much an ode to the minorities of Syria, especially those that visited in Damascus, and it exists in Damascus and has come to stand for the rest of the country. What the film makes clear, and the director has emphasized in interviews, is that the Jews are Arabs, they have the right to live in Arab countries, and he clearly makes a distinction between Jews and Zionism, a fact that has long been conflated in the modern history of Syria. The main role of Hala is portrayed by the well-known Syrian actor Marah Jaber, who comes from an established artistic family, and her father is portrayed by the well-respected and known actor Khaled Taja, a veteran of Syrian TV. And the film has many other well-known Syrian actors. What the film does is it kind of tells the different ethnic groups by where they live in the city or in the country, as well as the accent that they are speaking in or the dialect. And when they are non-Syrians, like Iraqi or Palestinian, they are in subtitles. And this is not made clear in the film because it's assuming that the audience is a Syrian audience and they can tell from the accent where this person is from. In the subtitle, it would indicate that this speaker is Iraqi and this person is Palestinian. Hala and her father speak with a distinct Damascene accent, right? The only indication that her identity might be an issue is when one of the people that they are talking to in order to find where Nabil is, sees her last name and says she's Jewish. And the person with her says Jewish but Syrian, and that is enough to confirm that she is part of the Syrian community, okay? So
The films are not a big deal in Syria. Syria is well known for their TV series, and these films are really much created for the festival circuit. But although this film was made in Syria by a private company, the fact that it was filmed in Syria with these major actors means that the Syrian regime was okay with the overall message, but they stopped short of allowing this film to be shown at the Damascus Film Festival. The film can be read at different levels, but what stands out is Jewish immigration. The film does not talk about the situation that Jews faced in Syria throughout the decades. What it really emphasizes is what leaving means. The family in Italy, Hala's family, they remember the old city. There is a constant memories that are tinged with nostalgia about the place that they have left behind. It's never really clear why they left the country if they loved it so much. Her father resists leaving. He takes with him a jar of soil from Damascus that he occasionally opens and smells to be transported back to his home. His attachment to Damascus is so strong that he dies upon arriving in Italy, only for his Italian family to come back to Damascus to bury him in the city that he could not leave. So Damascus never leaves them, nor does the city forget them. While the film glosses over the discrimination Jews and other minorities experience in Syria, it is also careful to avoid mentioning the wars with Israel. It avoids all politics. The only war it does talk about is Lebanon in the 1970s and 80s, when Hafez al-Assad sent in Syrian troops to uphold the sectarian regimes in Lebanon. It doesn't talk about why Jews would want to leave, but it does talk a lot about why they want to stay, why they want to return. Leaving is an issue when those who leave are not allowed back or do not want to come back. However, if the leaving is temporary or reversible, then the reasons behind leaving are immaterial or can be reduced to personal choices that have nothing to do with the political situation or economic conditions. Moreover, by returning to Syria, even for a visit, demonstrates the continued attachment and belonging to the nation. Al-Bair came back even if to be buried in Damascus. Hala chooses to remain in Damascus instead of leaving with her relatives for Italy after the death of her father. In November 2021, a group of young Damascene Jews living in New York visited Syria. The news of the visit was reported in the Israeli press and carried in Arab newspapers. While some saw the visit as an attempt by the Syrian president, this time Bashar al-Assad, to use Syrian Jews to reintegrate into the global community, the visitors claimed the visit was to get dental work done because it is cheaper in Syria than in New York. This was not the first visit Jews who left Syria in the 1990s made to Syria, and the Assad regime is very careful about maintaining good relationships with members of the community, especially those in New York. Syria insists that Syrian Jews, especially those that did not go to Israel, remain part of Syria, and when they visit, they are coming home. On the other hand, there seems to be a belief that the Jewish minority of Syria could be useful as leverage in regional and international diplomatic efforts. While so far there is no indication that Syrian Jews living abroad have been instrumental in loosening the isolation of Syria in the international community since the start of the civil war in 2011, Syrians are more interested in that Jews who left want to come back even for short visits. Their return is viewed from the point of view of those who remained, and their need for some kind of sign that remaining was the right choice. For those who remain in Syria, the return of the Jews is an affirmation that Syria can be a social mosaic, although the past has shown that this was an ideal that never truly existed. And I want to conclude with another question, is that we are talking about Jews leaving. What about Jews coming back? What about Jews returning to those places that they've left? Thank you. Thank you. Thank you, Feda, for your paper, your brilliant paper, and the very important question, the return, the hypothetical return. So, Michel Bossan, vous pourrez poser vos questions après les 3 interventions. Vous les gardez bien précieusement dans votre tête. Et on aura combien de temps pour un certain temps. Un certain temps.
Et je remercie aussi Feda d'avoir bien respecté le temps. Alors, je vais vous présenter, pendant que Michel organise, disons, son PowerPoint. Donc, je vais vous présenter Michel Bossan, qui est anthropologue, directrice de recherche au CNRS et actuellement en poste au CEFRES, Centre français de recherche en sciences sociales, à Prague. Ces recherches s'inscrivent dans le champ des études mémorielles sous l'angle des déplacements multiples des populations de migrants venus des pays d'islam lors de la formation des empires coloniaux européens au XIXe et XXe siècle, puis ces migrations, ces populations dispersées après les indépendances hors de ces pays. Et ce parcours se caractérise par divers terrains d'enquête, de l'Algérie, dans ses liens avec la France, à l'Égypte et au Liban, et enfin aux espaces israélo-palestiniens. Elle a publié de nombreux articles, de livres et d'articles. Je vous cite un certain nombre d'entre eux qui ont été publiés récemment. Donc, Temporalité brisée et âge de vie. Juifs d'Égypte en exil, donc publié en 2017 dans la revue Communication. Ou alors Asiac A, des Juifs d'Égypte à des Juifs en Égypte à Juifs d'Égypte. La chose est justement dans le changement de en à A, donc qui est publié chez Diaspora, Circulation, Migration, Histoire en 2016. Et donc le titre de la communication présenté ici, qu'est-ce qu'un monde qui se dépeuple? Récit des Juifs d'Égypte. Alors. Donc j'essaie de mettre le chronomètre ou... Oui. Mais de toute façon, je prends 5 minutes avant, je vous passe un petit peu. D'accord, ok. Donc en fait... Ah oui, alors c'est compliqué en fait de tenir le temps, pas aller trop vite, mais je vais essayer de faire mon maximum. Ouais, je sais, ouais. Je sais, mais bon, on va essayer de faire au mieux. On va faire au mieux. On vous a entendu et on va essayer de faire au mieux. Alors, moi, je vais pas vous parler d'histoire, hein, en fait, ni d'une histoire, puisqu'en fait, je suis pas historienne, comme ça a été déjà dit. Je vais pas retracer l'histoire de l'exil des Juifs hors d'Égypte, parce que c'est une histoire qui est assez compliquée, mais ce qui m'intéresse plutôt, et comme ce qui a été dit, et donc je vais parler forcément effectivement de récits, et ce qui m'intéresse en fait dans cette question de pourquoi sont-ils partis, c'est la multiplication des productions de l'histoire dans différents milieux, que ce soit le milieu des historiens, le milieu aussi des usages, là où les récits circulent dans une sphère publique, avec effectivement notamment l'accélération de cette diffusion et de cette circulation via les nouvelles technologies, Internet, les médias sociaux, où se construisent et s'échangent des souvenirs, des expériences liées au départ d'Égypte, mais aussi à la vie en Égypte. Et puis, enfin, les expériences des individus eux-mêmes en fonction des espaces où ils vivent, où ils sont partis, c'est-à-dire les Égyptiens, les Juifs d'Égypte sont partis, se sont dispersés dans plusieurs espaces. Je vais trop vite pour les traductrices, ou ça va? Dans plusieurs espaces, que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Brésil et Israël, bien entendu. Alors, ce qui est paradoxal quand même, ce qu'on retrouve, quelles que soient les productions, enfin les formes d'histoire produites, c'est qu'en fait, on a quand même cet ensemble, ce corpus, partage un point commun, c'est que pendant longtemps, la plupart, et encore aujourd'hui, on entend régulièrement le fait que c'est une histoire qui est passée sous silence. Donc en fait, qui peut pas s'exprimer, qui est passé sous silence. Or, quand on regarde en fait les travaux des historiens, quand on regarde ce qui se passe sur Internet ou dans divers médias sociaux, et puis un peu moins, enfin au niveau des acteurs, on s'aperçoit au contraire qu'il y a une multiplicité d'histoires qui s'est accélérée en fait ces dernières années. Et puis, ce qui est aussi intéressant de voir, notamment via les usages publics, et je vais peut-être pas avoir le temps de développer, c'est que ces histoires-là aussi ne concernent pas forcément
les acteurs qui les produisent sur les médias sociaux. Et je pense en particulier aujourd'hui à la multiplication des sites que vous trouvez sur Internet qui récoltent des histoires des Juifs des pays d'islam, des histoires filmées. Donc on a Sephardic Voices, où on peut avoir tout un corpus d'entretiens qui retrace en fait l'exil des Juifs des pays d'islam, et en particulier ceux d'Égypte. Mais on a aussi des sites comme Mizrarim Project, qui a en fait un site énorme, avec énormément d'argent, qui est financé par les chrétiens unis pour Israël. Donc on voit ici qu'il y a des acteurs qui réinvestissent cette histoire, qui proposent une narration avec des moyens financiers et de communication qui sont assez puissants, mais qui, personnellement, pour des enjeux, bien sûr, religieux et politiques, peuvent s'investir dans cette histoire, mais qui, personnellement, n'ont absolument aucun lien avec ce récit. Et puis, donc, on a des acteurs ordinaires qui ont vécu cette histoire, qui en sont aussi potentiellement les narrateurs. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que souvent, dans les travaux, on a d'un côté, effectivement, les travaux des historiens qui peuvent se recouper avec les usages publics parfois et aussi les mémoires. On a ces usages publics comme Mizrarim Project ou Roïmet Akolot pour Israël, qui proposent des récits qu'on peut avoir directement en accès, qui sont des récits normatifs, qui racontent un peu toujours une histoire sur le même modèle. Et puis, on a souvent donc, ces usages qui sont confondus avec les mémoires des individus. Or, on peut bien comprendre que tout ça se nourrit, mais qu'en fait, il y a aussi des points de divergence, et qu'en particulier, les acteurs ordinaires charrient des représentations ou des histoires qui aussi mettent en lumière des oublis, des absences, des points aveugles aussi qu'on peut retrouver chez les historiens selon les époques ou dans ces usages. Et je pense par exemple, notamment pour le cas de l'Égypte, aux populations chrétiennes. Aujourd'hui, on a vraiment un focus sur les relations entre musulmans et juifs, mais quid des populations chrétiennes qui étaient aussi en Égypte, elles interagissaient les unes avec les autres. Quid aussi des Caraïbes, qu'on oublie complètement en général dans cette histoire. Donc voilà, ça met aussi en exergue aussi des questions autour de l'antisémitisme aussi, puisqu'en fait, si on regarde les récits des individus, et je suis déjà trop longue dans mon introduction, si on s'intéresse aux récits des individus qui ont vécu cette histoire, la question de l'antisémitisme telle qu'elle est évoquée par eux, et y compris par les chrétiens eux-mêmes, c'est qu'en fait l'antisémitisme rencontré en premier lieu en Égypte venait des chrétiens et non pas des musulmans. Voilà, alors moi je m'intéresse en fait donc à ces histoires ordinaires qui ne sont pas forcément des histoires de personnes célèbres finalement pour comprendre qu'est-ce que eux nous disent du pourquoi ils sont partis, qu'est-ce que eux ils nous ont à nous dire de ce pourquoi, et puis aussi comment ils réintroduisent ces tiers qu'on ne voit pas toujours comme donc les Caraïbes ou d'autres populations. Il manque bien sûr dans cette version toujours ceux qui les ont laissés partir, ceux qui les ont regardés partir, quelle est leur vision à eux aussi. Alors ça, c'est une vision qui est difficile à avoir et qu'il faudrait croiser. Et puis aussi, voilà, c'est vraiment ces questions-là qui m'intéressent, et de montrer en fait la diversité en fait de cette production. Donc je vais le faire en m'intéressant, alors très très rapidement, puisque j'aurai pas le temps, aux intersections entre justement le savoir historique, les usages sociaux qui suivent des moments historiques, et puis aussi dans un deuxième temps donc la façon dont, en fonction des espaces où ils vivent, donc j'ai fait des entretiens en Israël, aux États-Unis, dans plusieurs espaces, comment les Juifs eux-mêmes racontent leur départ, et un monde qui se dépeuple pour eux, puisque c'est comme ça qu'ils expriment aussi leur départ, la sensation qu'ils ont vécu dans un monde qui se dépeuplait au fur et à mesure et où ils n'avaient plus leur place. Et je dois dire donc du coup que j'ai recueilli des centaines d'entretiens, ce qui rend en fait une vision extrêmement complexe et difficile justement. C'est pour ça qu'il est difficile de raconter une histoire. Ça me fait penser à une anecdote qu'on raconte sur Israël, où on dit qu'on va un jour en Israël, on écrit un livre, une semaine en Israël, on écrit un article, et un an, on n'écrit plus rien. Voilà.
Donc, pour suivre ce travail, je voulais vous montrer très rapidement, en fait, comment ces histoires et ces dates politiques, donc les dates politiques qu'on voit en blanc, en bleu, plutôt les usages politiques, les usages identitaires politiques qu'on peut retrouver dans la sphère publique, et en jaune, les travaux historiques tels qu'on les observe. Comment ils interagissent, alors là on ne le voit pas vraiment, mais j'ai essayé de le synthétiser, et sans doute il manque des éléments, avec bien sûr toujours des rythmes qui sont à la fois locaux, nationaux, mais aussi globalisés, qui circulent. Donc avec une première phase que j'ai identifiée, donc, qui démarre dans les années 50 avec justement ce registre central des pertes juives en Égypte. Je n'ai pas le temps de vraiment développer, donc je vais aller très très vite. Du côté du bleu, donc des usages, on a des expériences qui restent marginalisées dans les récits nationaux, qui sont confinées dans les cercles familiaux, mais qui néanmoins sont capturées à l'intérieur des archives nationales et en partie notamment des archives en Israël. Et puis au niveau des usages, enfin de l'histoire elle-même, on a différents travaux qui hésitent, donc en fait des travaux qui s'attachent à des histoires singulières, donc les Juifs d'Algérie, les Juifs d'Égypte, les Juifs de Tunisie, sans un portrait global. Des recherches en Israël qui retracent un peu cette histoire entre un récit sioniste ou qui en font une histoire des marges à l'intérieur d'Israël, et puis aussi les versions enchantées qui apparaissent d'un âge d'or dans les pays d'islam. Je vais vraiment très vite. La deuxième phase, c'est avec les accords de Sadat. Et à partir de ce moment-là, on voit au niveau des usages l'émergence dans les années 70, et c'est très clair en tout cas pour les Égyptiens, d'associations nationales et internationales à vocation culturelle, patrimoniale et parfois cultuelle, c'est le cas aux États-Unis. Des voyages de retour aussi, et puis les premiers ouvrages à la fin des années 70 sur justement cette histoire du Forgotten Million, et puis aussi l'apparition du terme de dimitude, qui est plus un terme qui concerne en fait les historiens à l'intérieur de l'Europe, beaucoup moins les Israéliens qui adhèrent beaucoup moins à cette question, je dirais, et puis également des courants historiques qui critiquent ces versions. Et la dernière phase, vous voyez une grosse accélération quand même, tant au niveau des dates politiques, avec tout un ensemble d'actes politiques, de lois qui sont passées de reconnaissance des Juifs réfugiés des pays d'islam aux États-Unis et en Israël, la loi Nakba, la campagne I'm a Refugee, tout un ensemble voilà, d'accélérations qui sont liées en fait après la deuxième intifada, donc très liées effectivement aussi à la question palestinienne. Et puis, côté bleu, on a ces associations culturelles, pour certaines qui rentrent dans cette cause des réfugiés juifs des pays d'islam, la multiplication de projets de musées, de sites internet, tout ça qui émerge et qui circule dans l'espace public globalisé et national aussi en fonction des espaces. Et enfin, au niveau historique, on a effectivement aussi encore une diversification de cette production avec le dernier avatar, si je puis dire, en termes de production, qui est la question de la production d'un récit appelé la Nakba juive. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Voilà, alors ce qu'on peut dire sur les récits qui sont collectés dans les sites publics comme Sephardic Voices ou Mizrahim Project, c'est qu'en fait, elles suivent en général deux modèles, avec souvent d'ailleurs un questionnaire qui est repris sur le questionnaire de Spielberg pour les Juifs d'Europe centrale et orientale. Et en fait, elles proposent un modèle narratif dans lequel les individus doivent rentrer, qui est donc soit, d'abord, c'est le discours du traumatisme et de la victime, avec tout un schéma sur l'antisémitisme et les souffrances qui ont pu être vécues en pays d'islam sur plusieurs siècles. Et puis, en même temps, il y a tout le discours sur les Juifs et leur contribution à la société égyptienne et plus largement aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Et finalement, si on regarde du côté des mémoires individuelles, qui gardent quand même aussi beaucoup la marque d'un souvenir d'une vie en Égypte plutôt heureuse, d'une vie cosmopolite, d'une vie qui était plutôt celle d'un âge d'or pour eux, ou en tout cas
voilà, un souvenir qui reste quand même heureux. Il est difficile, ah non, c'est pas impliqué, excusez-moi, parce que j'ai fait une traduction après. Enfin, bon. Il est difficile, en fait, d'impliquer les personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Et même parfois, j'ai rencontré des descendants qui ne comprennent pas finalement pourquoi leurs ascendants sont partis, puisqu'ils étaient tellement heureux en Égypte, et que finalement, oui, il y a un problème de traduction. Oui, alors c'est moi, c'est parce que j'ai fait une traduction, j'avais fait d'abord le PowerPoint en anglais, je le traduis en français. Voilà, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont partis. Et finalement, il y a l'impression qu'il n'y a pas de troisième voie entre ces deux modèles. Seulement, excusez-moi pour les Juifs d'Égypte qui sont présents dans la salle, ce n'est pas le cas, mais seulement des histoires, disons, ordinaires, de vie ordinaire, et aussi des histoires qui sont difficiles. Alors, pourquoi sont-ils partis ? Il vous reste 7 minutes. D'accord, je vais prendre le TGV alors. Pourquoi sont-ils partis ? Si on regarde tous les entretiens que j'ai pu faire avec énormément de personnes, on est tout de suite confronté en fait à plusieurs difficultés, qui est d'une part l'hétérogénéité même des déplacements dont la mémoire doit être documentée. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont partis, donc il y a des gens qui sont partis en 48, en 56, en 67, certains entre deux villes, d'autres de petites villes. Enfin, c'est très hétérogène comme corpus. Il y a aussi l'hétérogénéité des acteurs impliqués, leur âge au moment du départ. On n'a pas du tout la même explication et la même mémoire d'Égypte selon qu'on est parti à l'âge de 5 ans, selon qu'on est parti à l'âge de 20 ans, et selon qu'on part à 50 ou 60 ans et où on doit se projeter dans une autre vie, alors qu'on a déjà une grande partie de sa vie, ou une partie non négligeable, c'est mon cas, derrière soi. Donc on peut voilà. Il y a aussi l'hétérogénéité, la fragmentation, excusez-moi, des temps et des espaces à partir duquel ils évoquent leur départ. On ne parle pas non plus de l'Égypte ou du départ d'Égypte de la même façon si on est en Israël, si on est en Italie, si on est en France, si on est aux États-Unis, parce que les gens interagissent aussi avec des milieux qui sont les leurs et avec une histoire aussi qui est aussi celle du pays où ils vivent aujourd'hui. Et puis, il y a les différentes significations et connotations qui sont données par les différents acteurs à leurs exils. Donc, je vais aller vite. Il y a aussi l'hétérogénéité, enfin, en termes de positionnement et de réflexivité par rapport à l'acte de raconter. Alors, j'ai eu plein de gens qui me disaient que finalement, ils ne comprenaient pas trop pourquoi je leur posais des questions sur leur passé en Égypte. Et là, je reprends une expression qu'ils disent. Ils vivent ce passé comme un tas de vieilleries inutiles, ou bien c'est une histoire qui est difficile à raconter pour eux, parce que c'est aussi une histoire de déclassement social pour certains, de perte de statut, en particulier pour les hommes, de privation ou d'isolement social au moment de leur exil. C'est aussi parfois un récit impossible, celle d'une vie interrompue, pour certains une incapacité encore aujourd'hui à comprendre pourquoi ils ont dû partir, et vraiment un sentiment de désemparement qui est assez fort. C'est aussi le sentiment que pour être écoutables, ils doivent faire rentrer leur récit dans ce format normatif dont je vous ai parlé, donc soit être une victime ou soit dire qu'ils ont apporté énormément à l'Égypte. Est-ce qu'on demande aux Égyptiens, par exemple, de justifier combien ils ont apporté à leur société ? C'est une question. Et puis aussi une expérience qui finalement est retracée a posteriori comme une trajectoire qui se façonne dans une continuité et un toujours déjà là. Et là, je cite André Aciman, qui a écrit un livre qui s'appelle Out of Egypt, qui dit « Ce qui rend l'exil pernicieux n'est pas vraiment le fait d'être dans l'état de celui qui est ailleurs, mais de ne pouvoir jamais éradiquer cette absence. Vous regardez votre vie et vous trouvez votre exil annoncé partout, depuis des événements qui se sont concrétisés aussi loin que le congrès de Vienne en 1815, jusqu'au fait même que pour une raison fortuite, vos parents ont décidé que vous étudierez l'anglais dans votre enfance. » Alors, pour ceux qui évoquent le départ comme un choix, globalement, j'ai isolé, mais très grossièrement, deux ensembles. Donc, d'une part, il y a ceux qui sont partis avant 48, j'en ai rencontré, et après, jusqu'en 1956, en Israël ou ailleurs. Et globalement, c'est soit des personnes qui sont parties pour faire leurs études, ou des personnes qui ont fait l'ALIA. Et c'est des jeunes qui partent sans famille, et pour qui, en général, l'idée, c'est qu'ils n'avaient plus leur place en Égypte, ou qu'ils ne voyaient pas leur avenir en Égypte. Ensuite, on a d'autres personnes qui disent qu'elles sont parties
parce qu'elles ont eu la réalisation et la peur, enfin une peur et une réalisation progressive d'une méfiance des Égyptiens à l'égard des Juifs, avec des très rares évocations de l'antisémitisme, plus côté américain ou israélien, notamment qu'européen. Et puis, il y a aussi vraiment ceux qui sont partis au moment de 56 et après 56, et qui partent, non pas parce qu'ils sont expulsés, mais qui suivent le mouvement de ceux qui partent et qui disent qu'ils partent parce qu'ils ont l'impression que leur monde se dépeuple et qu'ils n'ont plus de place dans le pays, qu'ils n'ont plus personne avec qui échanger. C'est difficile aussi de se marier. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que leur monde se rétrécit au fur et à mesure. Je suis désolée, vous n'avez pas vraiment le temps du coup de dire, hein, mais bon. Et puis, il y a ceux qui évoquent, et celles, hein, je n'ai pas fait très genré, je suis désolée, qui évoquent le départ comme forcé. Hein. Et là, en fait, ce que je dois dire quand même, c'est qu'en fonction des endroits où j'ai fait des entretiens, la question du départ même d'Égypte, en général, est très peu évoquée par les individus. C'est évoqué très succinctement, comme celle de leur installation, sauf en fait justement plus en Israël ou aux États-Unis, où j'ai eu des descriptions plus longues spontanément. Mais en général, par exemple en France ou en Italie ou en Suisse ou dans d'autres endroits où j'ai été rencontrer des Juifs d'Égypte, cette évocation est très succincte. Parfois, elle est évoquée sur le ton de la plaisanterie, comme si c'est quelque chose avec une anecdote plaisante, alors que la personne est en train de raconter quelque chose qui est totalement tragique. Des gens qui ont tout perdu et qui racontent comment, voilà, en riant. Donc, des fois, voilà, vraiment sur un mode un peu surprenant. Et c'est surtout chez les enfants, en fait. C'est ceux qui sont partis très jeunes que j'ai retrouvé le plus d'évocations de difficultés rencontrées au moment du départ et de pourquoi les gens sont partis. Hein. Donc, c'est principalement les enfants qui suivent, qui partent de leur déplacement forcé parce qu'ils suivent les décisions de leurs parents, comme Sarah, par exemple, que j'ai rencontrée à Milan. Il y a ceux aussi qui sont impliqués ou proches des mouvements sionistes, notamment en 1948, ou ceux qui sont impliqués dans les mouvements communistes, comme Hubert, c'est des faux noms, hein, donc voilà, qui ont dû partir parce qu'ils ont été expulsés. Hein. Et puis, bien sûr, là, je n'ai pas mis, mais il y a ceux qui sont partis aussi en 1967 et qui ont été aussi forcés au départ, hein, dans des conditions extrêmement tragiques. Voilà. La plupart, en fait, des personnes parlent, quand ils évoquent leur départ, ils disent qu'ils sont partis avec le strict minimum, qu'ils ont été minutieusement fouillés à leur départ, qu'ils ont vu leur passeport annulé quand ils en avaient un passeport égyptien, et remplacé par un laissez-passer avec un visa sans retour. C'est pas à sens unique. Hein. Je suis désolée, j'ai fait une traduction de l'anglais qui n'est pas... voilà. Et certains racontent aussi comment, ayant été expulsés, ils ont quand même rencontré ensuite des difficultés de la part des autorités égyptiennes pour partir, hein, qui leur ont fait tout un tas d'obstacles. Hein. Donc c'est tout le paradoxe aussi de ce départ. Hein. 2 minutes 2 minutes. 2 minutes, ok. 2 minutes. Alors, ce que je peux dire, hein, c'est que dans le départ, parmi les personnes que j'ai rencontrées, que leur départ a été choisi ou contraint, ceux en Europe, peu se définissent en général comme des réfugiés, même lorsqu'ils étaient apatrides. En Israël, j'ai rencontré aux États-Unis plus de personnes qui remodèlent leur récit pour le faire rentrer dans le modèle du réfugié juif des pays arabes et comme un récit d'expulsion dans des conditions très difficiles et de vie en Israël très difficiles. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'on parle de pourquoi ils sont partis, mais on ne dit pas non plus comment ils se sont installés. Hein. Et c'est souvent également aussi dans des conditions très, très difficiles pour certains, et qui sont également, dans le cas des Juifs d'Égypte, souvent, en tout cas pour l'Europe, euphémisés ou très peu racontés. Il n'y a pas le temps, je suis désolée. Voilà, là j'ai un autre cas qui est un Juif d'Égypte qui est parti... ses parents sont partis en Espagne parce qu'ils avaient la nationalité espagnole, en Espagne sous Franco, donc ça a été extrêmement dur. Ils devaient se faire passer le dimanche, ils faisaient semblant de s'habiller très très bien pour faire croire aux voisins qu'ils étaient catholiques et qu'ils allaient à la messe. Et en fait, ça a été un moment très difficile pour eux. Donc ils sont partis en Israël. Et en Israël, ça a été aussi un échec. Ils ont rencontré de très grosses difficultés. Ils voulaient aller en France, mais ils n'ont pas réussi. Et finalement... ils ont atterri, lui a atterri à Brooklyn dans les années 70.
Alors, oui, hétérogénéité des causes, mais je suis en train de finir. D'accord. Je suis désolée. Oui, non, je sais, c'est moi. Donc, voilà. On a des causes qui sont des responsabilités énoncées par les individus eux-mêmes comme des responsabilités internes, des raisons idéologiques et politiques, le fait qu'ils étaient partis bien avant d'Égypte parce qu'ils avaient abandonné la langue arabe et leur tradition, un choix impossible entre leurs multiples appartenances qui les a poussés à partir, pas d'avenir, et la question de la nationalité, et des causes exogènes, un cycle continu, pas de place dans le pays, la création de l'État d'Israël qui revient, l'antisémitisme, et puis aussi surtout la question de la nationalité qui est très forte. Alors, juste pour conclure, moi ce que je voulais dire par rapport à la conclusion, effectivement, c'est qu'il manque la vision des Égyptiens, mais que souvent on a tendance à opposer et dire que la mémoire des individus et leurs expériences sont des choses dont il faut se méfier, en tout cas dans les travaux de recherche, parce qu'elles ne seraient pas porteuses, elles seraient porteuses de fiction ou de déformation, tandis que l'histoire serait porteuse de quelque chose qui est en recherche effectivement de connaissances et de vérité. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, il n'y a pas tant de divergence quand on regarde entre les sources qu'on peut collecter auprès des individus et ce qui peut être écrit par les historiens. Par contre, il y a des grosses divergences dans les usages publics du passé et les récits qui circulent. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui, ce n'est pas de dire que ces voix ont été passées sous silence et qu'on n'y prête pas attention, ou que l'histoire n'a pas assez traité ces questions, mais c'est de regarder justement toutes ces formes de contrôle de la voix et des sources et de leur interprétation qui circulent dans des sphères très diversifiées, et qui, d'une certaine façon, crée une petite musique entêtante, comme je l'avais dit, ou qui pollue, en fait, et qui finalement font taire une deuxième fois, peut-être, ce que les gens ont à nous dire. Voilà, je suis désolée, j'étais trop longue. Non. C'est moi qui suis désolée de vous presser. Merci pour votre très riche présentation qui met l'accent sur quelque chose que l'on a évoqué ce matin, c'est la notion d'agency, ça veut dire la part qu'ont joué les individus à la fois dans le départ, mais aussi dans le récit qu'ils font de leur expérience. Et on plaidait ce matin pour une histoire du bas, enfin, ou une approche par le bas, pas seulement l'histoire. Vos deux interventions ont mis l'accent justement sur ces récits à la fois individuels et collectifs, et l'articulation entre les deux, à travers le cinéma ou à travers les récits personnels. Alors, nous allons maintenant écouter Joseph Hirsch. Doit-on le présenter? On l'a présenté ce matin. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, ceux et celles qui n'étaient pas là, que Joseph est chargé de programmation au Musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis 2018. Et il va nous présenter une troisième forme de récit, après le récit politique que l'on a évoqué, que Faïda a évoqué, et le film, après les récits personnels et leur articulation avec les récits savants. Eh bien, vous allez parler d'Albert Memmi, et justement, cette articulation entre l'approche particulière, donc le roman, et le récit collectif, étant donné que Memmi, il a un pied à la fois dans la fiction et en même temps dans l'action. C'est ce qui fait, je dirais, son œuvre, c'est ce qui fait l'homme aussi, et c'est ce dont vous allez nous parler tout de suite. C'est ça. 20 minutes, vous vous souvenez? Je vais peut-être... Mon amateurisme va peut-être me laisser gagner quelques minutes. Comme je suis, C'est très gentil. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Celles et ceux qui étaient là ce matin savent que je parle très vite, et les interprètes en particulier. Donc là, je vais essayer de parler doucement, à la fois pour les interprètes, pour madame aussi, tout en respectant le temps, donc je vais essayer d'y parvenir. L'historiographie des Juifs du Maghreb a longtemps souffert de carences importantes, dont les racines ont été décrites et analysées par Colette Zitnicki, qui nous fait l'honneur de présider cette séance, dans un ouvrage paru en 2011. Ce déficit historiographique a conduit un certain nombre d'écrivains juifs maghrébins à faire usage de la littérature à défaut d'histoire, pour reprendre une expression d'Eva Tartakovsky, en témoignant par le roman d'une expérience insuffisamment documentée. Parmi eux, Albert Memmi tient une place de premier plan. Du fait de sa notoriété, bien sûr, mais aussi parce qu'il a poussé cette volonté de mettre en récit l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord au-delà des frontières de la littérature, allant jusqu'à ferrailler avec les usages politiques du passé. À propos de la question qui nous occupe, celle des raisons et des circonstances du départ des Juifs du monde arabe, il a en effet formulé un récit argumenté, développé dans plusieurs textes, réunis dans l'ouvrage « Juifs et Arabes », paru en 1974.
C'est ce récit et la manière dont il s'est construit au fil des années et des événements que je me propose d'analyser aujourd'hui. À la question « Pourquoi êtes-vous parti ?», Albert Memmi a donc apporté une réponse singulière comme romancier et une réponse collective comme essayiste. Son premier et plus célèbre roman, La statue de sel, paru en 1953, décrit les tiraillements identitaires et politiques traversés par l'auteur, né dans une famille pauvre à la lisière de la Hara, le quartier juif de Tunis, que l'apprentissage de la langue et de la culture française ont progressivement arraché à son milieu d'origine. Réalisant l'ampleur de la nudité sociale et politique des siens, minoritaires parmi les indigènes, le narrateur fréquente un mouvement de jeunesse juif, assiste à des réunions clandestines de militants indépendantistes, puis connaît les camps de travail forcés lors de l'occupation nazie de la Tunisie, sans qu'aucune de ses aventures collectives ne parvienne à freiner sa rupture progressive avec sa famille, son milieu d'origine, son pays. Le roman, publié 3 ans avant qu'Albert Memmi ne quitte lui-même la Tunisie après avoir soutenu activement la lutte pour son indépendance, s'achève prémonitoire sur le départ solitaire du narrateur pour un ailleurs lointain. 20 ans plus tard, en novembre 1973, au lendemain de la guerre israélo-arabe du Kippour, l'écrivain formule une explication cette fois-ci collective au départ massif des Juifs du monde arabe, qui peut se résumer ainsi. Infériorisés durant des siècles par les sociétés musulmanes majoritaires, les Juifs de ces régions, après avoir vu leur sécurité s'améliorer significativement sous la colonisation, et après avoir entrevu durant cette période la promesse de l'égalité, auraient été progressivement poussés au départ à la suite des indépendances, plus ou moins violemment selon les pays. Le caractère synthétique et définitif de ce discours, qui tranche en apparence avec la complexité de la statue de sel, doit beaucoup au contexte polémique de son élaboration. Il est en effet développé par Memmi dans 2 textes datés de novembre et décembre 1973, au lendemain de la guerre du Kippour donc, et le premier fut même en partie lu face à Mouammar Kadhafi lors d'un étrange colloque organisé à Paris pour le chef d'État libyen par le journal Le Monde, le 24 novembre 1973. Ennemi déclaré d'Israël au discours ouvertement belliqueux, Kadhafi avait été reçu le matin même par le président français Georges Pompidou, avec lequel il avait secrètement conclu un contrat d'armement portant sur la fourniture à la Libye de plus d'une centaine d'avions de combat Mirage, et le journal Le Monde avait accepté d'organiser ce colloque, présenté comme le prétexte à la visite en France du colonel. Lors du colloque, qui intervenait donc 1 mois après la guerre israélo-arabe d'octobre 1973, Kadhafi avait exhorté les Juifs installés en Israël à retourner dans leur pays d'origine, affirmant que les Juifs avaient toujours vécu en paix dans le monde arabe avant l'émergence du sionisme et que la Libye accueillerait leur retour à bras ouverts. En réponse, Albert Memmi, qui faisait partie des personnalités choisies pour débattre avec le chef d'État, avait cité une longue liste de tueries et d'émeutes anti-juives, évoqué la servitude imposée par la charte d'Omar, « Nous avons vécu en pays arabes dans la peur et l'humiliation », je cite, et rapproché l'exil des Juifs du monde arabe de celui des Palestiniens, contraignant à diffuser, si ce n'est à forger, une thèse controversée qui connaîtra une postérité historiographique et politique des décennies plus tard, que Paul Salmon a évoqué ce matin et que Michel Bossan vient d'évoquer à nouveau. Face à Kadhafi, instrumentalisant et falsifiant l'histoire des Juifs du monde arabe pour délégitimer l'existence d'Israël, il s'agit bien pour Memmi de formuler un contre-récit, afin de démentir le mythe d'une prétendue vie idyllique des Juifs en pays arabes et de défendre le droit à l'existence d'Israël. Mais s'agit-il alors d'une thèse de circonstance, dictée par la nécessité de répondre à une propagande et élaborée de toutes pièces pour l'occasion? Ce contre-récit n'est-il qu'une contre-propagande? 2 citations de Memmi pourraient le laisser penser. Un passage du texte « Qu'est-ce qu'un juif arabe ?» d'abord, celui-là même qu'il publia dans l'Arche en décembre 1973 pour développer son discours prononcé face à Kadhafi 1 mois plus tôt. « J'arrivais en France », c'est donc Memmi qui parle, « j'arrivais en France et me trouvais confronté avec ce racontard qui courait les salons de la gauche parisienne. Les Juifs auraient toujours vécu en parfaite entente avec les Arabes. J'avais entendu tant de sottises sur l'Afrique du Nord que je n'y réagissais pas tellement, c'est vrai. Ce bavardage a commencé à me préoccuper lorsqu'il devint un argument politique, c'est-à-dire depuis 1967. Les Arabes s'avisèrent alors de se servir de cette contre-vérité, qui tomba en outre dans un terrain très favorable, la réaction contre Israël après sa victoire. Il est temps maintenant de dénoncer cette imposture. » Le récit de ce moment de bascule, raconté ici à la première personne, fait directement écho à l'analyse de l'historien Mark Cohen, qui était cité ce matin par Claire, au sujet de ce qu'il nomme donc le mythe de l'utopie interconfessionnelle en terre d'islam. Mythe développé au XIXe siècle en Occident par les fondateurs des études juives modernes, l'âge d'or d'une Espagne musulmane à la tolérance mythifiée, étant destiné à souligner par contraste le retard pris par l'Europe des Lumières dans l'émancipation politique de ces Juifs. Un mythe qui a fini par devenir une idée reçue, sans susciter de réfutation jusqu'aux années 60. Le mythe de l'utopie interconfessionnelle, écrit Cohen, resta intact jusqu'au moment où les Arabes décidèrent d'en faire une arme dans leur guerre de propagande contre le sionisme. C'est presque mot pour mot ce qu'écrit Memmi, décrivant sa propre indignation à voir une contre-vérité
agaçante mais jusqu'ici inoffensive, devenir une arme de propagande contre Israël. Alors il ne s'agit pas ici de disqualifier le récit d'Albert Memmi, de le mettre sur le même plan que la propagande foncièrement malhonnête de Kadhafi. Mais en se plaçant sur le même terrain que le chef d'État libyen, terrain polémique et politique, Memmi se retrouve de fait à instrumentaliser à son tour l'histoire des Juifs du monde arabe. Même légitime, puisque répondant à une instrumentalisation et à une falsification de l'histoire, le contre-récit développé par Memmi n'en demeure pas moins lui aussi un usage politique du passé. L'instrumentalisation de l'histoire, même de bonne guerre, ne se fait pas sans dommage sur la vérité et la précision historique. De fait, le passage du je au nous ne se fait pas sans raccourci, et les textes de Memmi de novembre et décembre 1973 contiennent des généralisations, des exagérations, ce qui n'a rien d'étonnant. On saurait difficilement reprocher à Memmi son manque d'exactitude face à un chef de guerre autoproclamé, menaçant et outrancier. Mais la justesse de son récit en pâtit, et il prête ainsi le flanc à ceux qui voudraient le disqualifier en le présentant comme pure propagande, ce que n'a pas manqué de faire Kadhafi lui-même lors du colloque, comme le rapporte le compte-rendu du Monde. Surtout, si Memmi paraît bien esseulé face à Kadhafi et à la propagande arabe qu'il dénonce, son discours s'inscrit dans un mouvement plus général, celui de la construction, en réaction à l'instrumentalisation du mythe de la vie idyllique des Juifs en terre d'islam, d'un contre-mythe. Mark Cohen décrit ainsi comment l'exploitation polémique par les Arabes du mythe de l'utopie interconfessionnelle, associée à la découverte de la réalité de l'antisémitisme arabe, au lendemain de la guerre de 67, a provoqué une nouvelle vision de l'histoire des relations judéo-musulmanes que Cohen nomme le contre-mythe de la persécution des Juifs par les musulmans, ou la conception néolacrymale de l'histoire judéo-arabe. Cette nouvelle approche, poursuit Cohen, s'est développée après la guerre des 6 jours, avec des documents publiés dans la diaspora, s'adressant souvent à un large public. Et en effet, en marge des ouvrages historiques cités par Memmi dans la bibliographie du chapitre « Questions au colonel Kadhafi », on trouve une mention de l'ouvrage « Les Juifs en Égypte », présenté par Memmi comme un petit livre passionné écrit par une juive égyptienne. Cette juive égyptienne qui signe Yahoudia Masriya n'est autre que Gisèle Littman-Orebi, qui se fera connaître dans les décennies qui suivirent en théorisant le concept de dimitude sous le nom de plume de Battior, avant de développer la théorie complotiste d'un plan visant à arabiser l'Europe au début des années 2000. En 1970, la future Battior et son mari David Littman avaient fondé à Genève le Centre d'information et de documentation sur le Moyen-Orient, plateforme diffusant des documents destinés à démontrer l'intolérance de l'islam à l'égard des Juifs et l'oppression des Juifs en terre d'islam. Alors, si on ne peut évidemment pas disqualifier Albert Memmi pour la longue dérive vers l'extrême droite de Battior, postérieure aux années 70, il est permis d'imaginer que les époux Littman et leurs publications aux visées propagandistes aient exercé une influence sur Memmi, qui les a rencontrés en 1968, lors de l'élaboration de sa thèse de 1973. Une citation inédite du journal de Memmi, relevée en note par Guy Dugas dans un article à paraître, confirme quoi qu'il en soit le caractère récent de la thèse. En juin 1972, lors d'un séjour en Israël, Memmi rapporte ainsi avoir demandé à l'historien Robert Attal ce qu'il pense sincèrement de cette thèse dans laquelle je m'engage avec hésitation, c'est donc Albert Memmi qui parle, cette thèse dans laquelle je m'engage avec hésitation, que la condition des Juifs en pays arabes a été mauvaise et pas du tout idyllique, comme le répète la propagande arabe et ses soutiens européens. Cette citation, comme celle évoquée plus haut, semble indiquer qu'il s'agit, aux yeux même de Memmi, d'une thèse récente, suscitée par les événements politiques du Proche-Orient et par la propagande arabe. 10 ans auparavant, pourtant, dans l'examen fondamental de la condition juive qu'est son essai « Portrait d'un juif », Memmi écrivait déjà ces lignes à propos du départ des Juifs du Maghreb au lendemain des indépendances. Faut-il chercher plus loin pour comprendre l'exode, étonnant vu de l'extérieur, des Juifs nord-africains vers Paris, Marseille ou Tel Aviv? Ils ont encore en trop fraîche mémoire de sombres histoires d'égorgement ou de pendaison, de spoliation ordonnée par la tyrannie des beys de Tunis. J'ai eu mon enfance terrifiée par les récits de mes parents et grands-parents. Les historiens affirment maintenant que les incidents graves furent, tout compte fait, peu nombreux. Mais les Juifs de la génération de mon père parlaient de cette période avec crainte et tremblement. Ils gardaient le souvenir d'une ère d'arbitraire et d'oppression généralisée. Or, voilà que les musulmans reprenaient le pouvoir. Nous eûmes beau leur dire que ce n'étaient pas les mêmes, que le passé était révolu. Les nouveaux dirigeants de la jeune nation eurent beau multiplier les déclarations rassurantes. Les Juifs écoutaient avec ironie, puis, à tout hasard, ils allaient s'installer en France ou en Israël. Cette articulation entre le départ de nombreux Juifs du Maghreb au lendemain des indépendances et une mémoire collective marquée par la peur et la menace de violence périodiquement mise à exécution est centrale dans la thèse de Memmi. À l'entendre, l'incertitude des Juifs quant à leur devenir dans les nations indépendantes aurait réactivé chez eux un sentiment d'insécurité transmis par la mémoire collective que la période de stabilité très relative des décennies de domination française n'avait pas fait disparaître. L'étude de son journal prouve que cette crainte est pour Albert Memmi une expérience vécue, liée chez lui à un épisode fondamental. En mai 1941, le jeune Memmi, âgé de 19 ans,
a en effet vécu une nuit dans l'angoisse de l'imminence d'un pogrom, Mémi emploie ce mot, une alerte s'étant répandue à Tunis à la suite d'un massacre survenu dans la ville de Gabès quelques jours plus tôt. Le 20 mai 1941, à Gabès, dans le quartier populaire de Djara, des émeutiers armés de couteaux avaient assassiné 7 juifs, dont une fillette de 10 ans. Je vais vous montrer les pages du journal tenu par Mémi le 23 mai, 3 jours après le massacre survenu à Gabès, reproduite à l'écran grâce à l'amabilité d'Hervé Sanson, qui en a scanné l'intégralité. Vendredi 23 mai. Nous attendons le pogrom d'une minute à l'autre. Tous les magasins juifs ont fermé leurs portes. Des Arabes, voisins de mon père, lui ont conseillé de rentrer à la maison pour se barricader. Tous les Arabes ont aussi fermé leurs magasins. D'habitude, les rues sont pleines de patrouilles de soldats. Aujourd'hui, rien, au dire de mon père. J'ai préparé tout ce qu'il y avait à la maison comme gourdins, couteaux, etc. Nous n'avons évidemment aucune arme à feu, alors que les Arabes doivent en être pleins. Je crois qu'en définitive, s'il y aura des agressions, c'est du côté de la Hara, et également au détriment de tous les Juifs qui sont dans la rue. Je ne pense pas qu'ils arrivent à assaillir les maisons de ces quartiers. De toute manière, s'ils arrivent, je suis décidé à leur faire payer très chèrement ma vie, à moins que je ne sois tué dès le début. J'espère d'ailleurs que tous les Juifs feront comme moi et qu'ils ne se laisseront pas égorger simplement. Alors, sans perdre de vue leur mise en récit polémique en 1973, et pour mieux la comprendre, je vous propose à présent de continuer à nous intéresser aux événements eux-mêmes, tels qu'ils furent vécus et racontés par Albert Memmi, et que son journal, plus qu'aucune autre forme littéraire, permet de restituer. Outre cet épisode traumatique, que l'écrivain évoquera en 1973 en le présentant comme effroyablement banal, son journal est en effet particulièrement instructif, éclairant à la fois les préoccupations quotidiennes d'un jeune juif tunisien de la fin des années 30 à l'indépendance et les tiraillements vécus par les juifs de Tunisie dans leur ensemble au sujet de leur avenir, bien au-delà du cas bien particulier du seul Albert Memmi. Le premier point, essentiel, est l'engagement sioniste du jeune Memmi. On possède aujourd'hui de nombreuses informations, grâce aux travaux de Guy Dugas, sur la précocité de l'engagement sioniste d'Albert Memmi. Et la lecture de son journal le confirme, même si elle montre également que cet engagement ne fut pas sans tiraillements idéologiques. Memmi a en effet fait partie des premiers membres du Gdoud, la brigade tunisienne du KKL, le Keren Kayemet l'Israël, ou Fonds national juif, brigade créée en janvier 1932, dont il devint rapidement le secrétaire. Dès 1937, moment auquel Memmi commence à tenir son journal de manière régulière, celui-ci est rempli de mentions de réunions du Gdoud. Les évocations par Memmi de ces réunions voient s'alterner des réflexions profondes sur la possibilité d'une libération nationale du peuple juif et des considérations personnelles, amicales, affectives sur les membres du groupe et ses envies, maintes fois répétées, de quitter l'organisation. En août 1943, son journal garde la trace d'un projet chimérique, celui d'une cité juive de Tunis. Memmi en résume les buts. Cité modèle, réalisation sociale sans lutte politique, régénérer le ghetto. Et il se prend à rêver. Si un jour l'État juif était réalisé, notre cité juive de Tunis en serait une colonie fidèle, selon la tradition de ces nombreux comptoirs juifs qui ont jalonné le monde antique. Troublante utopie de 1943, qui concilierait pour Memmi libération juive et attachement profond à la Tunisie. Le 18 mai 1948, 4 jours après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, Memmi écrira simplement « La guerre en Palestine et les dangers de nouveau courus par les Juifs me font beaucoup plus d'effet que je ne le croyais. Où est mon devoir ? Participer à cette guerre ? J'y pense souvent. Mais d'autre part, ce serait rompre définitivement avec la Tunisie, où je voudrais tout de même vivre. Un point à noter, malgré mon refus de revenir au sionisme, je suis agité par lui et heureux de voir un État juif, même si je n'y participe pas. » 30 ans plus tard, Memmi fera de la précocité de son engagement sioniste un argument de sa démonstration. Dans la préface de Juifs et Arabes, à propos des violences anti-juives commises dans les nations arabes indépendantes, les pendaisons de Bagdad, les prisons et les incendies du Caire, les pillages et l'étranglement économique du Maghreb, je cite Memmi, il écrit ceci. « Ici, un deuxième mythe est à dissiper. Ces exactions seraient les conséquences du sionisme, répondent les propagandistes arabes musulmans, et répètent stupidement leurs ignares soutiens européens. C'est historiquement absurde. Ce n'est pas le sionisme qui a été à l'origine de l'antisémitisme arabe, mais l'inverse, tout comme en Europe. Israël est une réplique à l'oppression subie par les Juifs dans le monde entier, y compris notre oppression à nous, Juifs arabes. Nous conspirions pour l'édification d'un État juif dès l'âge de 12 ans. » Juste avant de conclure, j'aimerais vous faire vivre, à travers des extraits de son journal, un condensé de l'année 1956, première année de la Tunisie indépendante et dernière passée par Memmi dans son pays natal. Elle offre une plongée dans ce que furent les inquiétudes et les tiraillements de Memmi et de ses interlocuteurs juifs tunisiens sur la question du départ. Partir, pour la France, pour Israël, ou rester, la question semble occuper toutes les conversations, et l'exemple inquiétant des Juifs égyptiens, dont certains commencent à être forcés de quitter le pays en abandonnant tous leurs biens, être dans tous les esprits. Dès le 7 janvier 1956,
Memmi est plongé dans des interrogations sur la possibilité pour les Juifs de demeurer en Tunisie, au Maghreb ou dans le monde arabe en général. Évoquant un discours encourageant prononcé par le fils du sultan du Maroc à propos de la possibilité d'une coexistence pacifique entre Juifs et musulmans, il est tiraillé entre l'espoir et la prudence. Écrivant « Le régime actuel, en Égypte, a commencé par envoyer le président Néguib dans les synagogues pour avoir l'appui de ses citoyens juifs. Et puis, quand il s'est senti plus ferme, il a pendu des Juifs et assimilé volontiers Israéliens et Juifs. » Le 12 mars, il entreprend, donc 56, le 12 mars 1956, il entreprend un bilan qui donne un aperçu de ses sentiments partagés vis-à-vis de l'indépendance qui se profile. La défense des Tunisiens musulmans semble à tous et me semble l'essentiel. Ils sont le nombre et ils furent les plus opprimés. Mais d'autre part, ni mon affectivité, ni toujours les intérêts de mon groupe à moi, qui n'est nullement un groupe de privilégiés ou de réactionnaires ou d'agresseurs, ne coïncident entièrement avec ceux d'un Tunisien musulman. Croyant fermement que les causes de la libération sont justes, cela ne signifie pas pour moi de déguiser que je tiens à cette culture française, et il est trop tard pour moi d'en changer, qu'au sein de la communauté tunisienne, il y a des problèmes spécifiques aux Juifs, posés par ma non-coïncidence avec les musulmans. Ainsi pour le problème d'Israël, ainsi pour le problème de la religion musulmane et de la part qu'elle prendra dans ce futur État. L'année est émaillée par plusieurs incidents antisémites relativement mineurs, mais c'est la situation des Juifs égyptiens qui inquiète le plus Memmi et ses interlocuteurs juifs. Le 14 mars, il relate ainsi ce récit fait par Denise Saada, psychologue et épouse du président de la communauté juive de Sfax. Les Juifs surtout sont inquiets. Ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder le sort des Juifs dans les autres pays arabes. Or là-bas, les Juifs ne peuvent pas emporter un sou, s'ils veulent quitter le pays. En Égypte, un jour, les Juifs ont reçu l'ordre de quitter un quartier dans un délai d'une demi-heure. Le 20 mars 1956, Albert Memmi écrit « L'indépendance totale de la Tunisie est aujourd'hui proclamée. Cela me laisse froid, sinon inquiet. Comme tout le monde ici, sauf les musulmans. Bien que, bien entendu, je trouve cela historiquement juste et heureux. » 2 jours après l'indépendance, il assiste, depuis la tribune, au discours tenu par Bourguiba au stade municipal de Tunis, dont il retire une impression rassurante. Il a plusieurs fois évoqué cet épisode, s'amusant d'avoir été assis derrière Bourguiba. Se pourrait-il que ce soit lui, sur cette photo prise ce jour-là dans le stade? Ce jeune homme à lunettes, souriant, saisi par un moment d'enthousiasme qu'on aperçoit au second plan, encadré par le visage et le bras gauche d'Habib Bourguiba. Le 10 avril, une conversation avec Mohamed Ben Smaïl, rédacteur en chef de l'hebdomadaire destourien L'Action, dont Albert Memmi tenait la page culturelle depuis sa reparution en 1955, ravive son inquiétude. Nous en vînmes à parler des Juifs. Ben Smaïl regrettait que les Juifs ne marchent pas, ne montrent pas de foi ni d'enthousiasme pour la renaissance tunisienne. Ils ont peur, dis-je. Ils ont peur que cela finisse par mal tourner pour eux. C'est un risque, dit-il. Commentaire de Memmi, et pourquoi courraient-ils ce risque? Mais, dit-il, en n'acceptant pas ce risque-là, ils en courent un autre. C'est qu'ils laissent passer l'occasion, et qu'il y ait une déception grave chez les musulmans qui diront « Nous vous avons tendu la main, vous ne l'avez pas prise ». C'est exact, dis-je, mais ils ne sont pas très rassurés. Il y a l'exemple désastreux des autres pays arabes. Ainsi, j'apprends que l'Égypte vient de renvoyer ses fonctionnaires juifs. Cela peut s'expliquer, dit-il. L'Égypte est en guerre contre Israël. Elle accuse les Juifs de saboter. C'est du racisme, dis-je, puisqu'elle accuse tous les Juifs et non pas seulement les Israéliens. Les Juifs de Tunisie ont également peur du racisme tunisien. Plus loin, Memmi conclut à propos de Ben Smaïl, « Même chez les meilleurs, il y a une dent et pointue contre les Juifs. » Le 26 avril, nouveau moment décisif rapporté par Memmi. Un envoyé du gouvernement tunisien déclare que la Tunisie adhérera à la Ligue arabe et combattra le sionisme. Inquiétude générale chez les Juifs, écrit Memmi. Ainsi, la Tunisie entre définitivement dans le concert des nations arabes. Il n'y a plus de place pour nous, car il nous est impossible désormais d'accepter de faire partie d'une nation ennemie d'Israël. Le 28 avril, il tempère, mais reste pessimiste. Nouvelle déclaration de Bourguiba rassurant les Juifs. Les considérations de politique extérieure n'auraient pas de retentissement sur la situation intérieure des Juifs. En d'autres termes, le nouvel État tunisien serait peut-être anti-israélien, mais pas antisémite. Faudrait-il encore que les Juifs supportent de participer à une politique qui soit hostile à Israël? Le 6 juin 1956, Memmi écrit « Je suis rentré en Tunisie par nostalgie, je quitte la Tunisie par dégoût ». Le 13 juin, il précise « Les Juifs foutent le camp et vendent ce qu'ils peuvent vendre. Pour des raisons littéraires, soit, mais aussi parce que j'en ai marre de rester dans cette atmosphère, je cherche à m'en aller. » Le 3 juillet, Memmi évoque 4000 départs vers Israël prévus pour la semaine suivante. Le ghetto se vide lentement. Et donne une explication à cette ruée, l'interdiction de l'émigration vers Israël qui vient d'être décrétée au Maroc le 11 juin 1956. Le lundi 13 août 1956, Albert Memmi embarque à bord d'un paquebot baptisé le Ville de Tunis en direction de Marseille. Le 22 août, depuis Strasbourg, il écrit « Comme la Tunisie s'éloigne, après 10 jours seulement ». Albert Memmi n'a pas attendu les guerres israélo-arabes de 1967 et 1973 pour penser le destin des Juifs du Maghreb et leur départ dans leur dimension collective.
Plusieurs décennies avant qu'il ne s'empare de cette histoire dans l'arène politique, les pages de son journal étaient déjà pleines de ses préoccupations pour ce qu'il nomme la condition des Juifs d'Afrique du Nord, à laquelle il a envisagé à plusieurs reprises de consacrer un texte, nous laissant imaginer ce qu'aurait pu être son portrait du Juif d'Afrique du Nord, en gestation avant celui du colonisé et du colonisateur. Plus que le grand récit proposé par Memmi dans ses textes de 1973, le récit premier qu'est son journal, puisqu'il s'agit bien d'un récit, se révèle un document précieux pour la compréhension de la question qui nous occupe. On y lit plusieurs des raisons multiples qui, conjuguées, ont conduit tant de Juifs du Maghreb au départ. La rupture culturelle provoquée par l'Alliance israélite universelle, je tiens à cette culture française, il est trop tard pour moi d'en changer, la mise à l'écart des Juifs des postes de direction, le sionisme et la naissance d'Israël, pays auquel allait leur sympathie, décrétés ennemis mortels par les nations indépendantes, l'impact des manifestations d'hostilité anti-juives qui, couplées à ce que Memmi nommera plus tard leur mémoire collective, ont érodé la confiance d'un grand nombre d'entre eux en une Tunisie indépendante avant même sa création. On y réalise aussi que le destin des Juifs du monde arabe a été vécu et pensé collectivement par eux-mêmes, avant même leur départ. Avant d'être tournés vers Israël et la France, les regards des Juifs tunisiens au cours de l'année 56 étaient d'abord tournés vers l'Égypte, vers le Maroc, dans l'inquiétude du sort réservé aux Juifs de ces deux pays, dont les difficultés faisaient naître chez eux la crainte d'un destin similaire. Albert Memmi incarne comme nul autre le déchirement de ce départ. Lui qui était tant persuadé de la légitimité du combat du peuple tunisien pour l'indépendance, et qui l'a soutenu, mais que les événements, les petites phrases, autant que la grande histoire, ont persuadé qu'il n'y avait pas sa place. 2 mois avant son départ, à un ami qui l'enjoignait de rester en soulignant l'aide qu'il apportait aux Tunisiens par son implication dans le journal L'Action, Memmi, qui toute sa vie durant continuera de se dire tunisien, avait répondu « Il faut aider les Tunisiens parce que leur cause est juste, mais partir parce que cette cause n'est pas la mienne. » Je vous remercie. Merci. Merci pour les minutes supplémentaires et désolé d'avoir été long.